Le choc physique a été fort, mais le mental a été beaucoup plus important. Et en fait, il y a eu un avant et un après, parce que dès que je reprenais de la vitesse, j'entendais dans ma tête ce fracas, et c'est très très dur de reprendre confiance, d'arriver à dormir dans le bateau. On est réveillé parce qu'on entend le choc. En fait, c'est voilà, un choc psychologique, et ça dure longtemps. Et on va le voir, les traumatismes se sont poursuivis. C'était le 1er décembre et le mois de décembre se poursuit. Le 13 décembre, tu arrives dans une cellule orageuse. Et là, ça te rappelle des mauvais souvenirs. Pour ceux qui ont suivi la Vendée Arctique, c'était juste quelques mois avant. La foudre te tombe dessus. Forcément, ce 13 décembre, c'est compliqué. Comment tu vis ça, cette cellule orageuse sur le Vendée Globe? Oui, c'est vrai que c'est le deuxième. Là, ça fait 2 fois que tu me parles de trucs qui. Là, on va parler des choses positives. Mais oui. Le vent, la mer, c'est des choses qu'on maîtrise, en tout cas jusqu'à une certaine force, et quand on part sur un Vendée Globe, en général, voilà, on maîtrise le vent fort, la mer, on sait ce qu'il faut faire, etc. Là, je tombe dans une cellule orageuse une nuit assez énorme. Je ne me rends pas compte sur le coup, et quand je vais voir, je vois que le ciel est orageux, qu'il commence à y avoir des éclairs. Et quand je vais voir un peu plus en détail sur les fichiers météo, notamment sur les images satellites, je me rends compte que la cellule dans laquelle je rentre est vraiment très très importante. D'ailleurs, je crois qu'elle fait suite à un ouragan qu'il y avait dans le sud de Madagascar. Et du coup, j'ai passé vraiment 24 heures très 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 dures mentalement, parce que ça flashait de partout, des orages, du tonnerre, et en plus plus de vent du tout. Donc du coup, impossible de me sortir de cette zone. Donc voilà, on a l'impression d'être enfermé dans un monde parallèle. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. J'étais dans un monde parallèle avec ça zébrette partout, du tonnerre. Et je peux vous assurer que vous ne faites pas le malin, parce que vous êtes au milieu de nulle part, dans les mers du Sud, avec un mât qui fait 30 mètres en carbone, et vous savez que vous êtes le seul point. En général, on dit de ne pas se mettre sous un arbre, mais là, l'arbre, il fait juste 30 mètres de haut en carbone, c'est hyper conducteur. Donc vous vous dites, s'il y a un éclair qui doit tomber, il va forcément tomber sur le bateau, quoi. Et comme j'avais vécu cette mauvaise expérience en retour de New York, je savais ce que ça pouvait faire. Donc l'électronique, forcément, en plus, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a de l'électricité statique qui se charge énormément, donc plus d'électronique, qui tombe en panne. Donc voilà, un très très mauvais souvenir. C'est avec le choc, le deuxième plus mauvais souvenir, je pense, de mon Vendée Globe. Rien que ça, je crois qu'on peut l'applaudir, parce que c'est important de rappeler le coup dur. Rappeler combien le Vendée Globe est difficile. Donc c'est important. Le Vendée Globe, c'est aussi des bonheurs. Et le 22 janvier, tu le vois enfin, ce Cap Horn. Ça n'avait pas été le cas il y a 4 ans. Et là, tu le vois, tu le passes. C'est énorme, raconte-nous. Oui. Heureusement qu'il y a des moments comme ça. C'est vrai que sur un Vendée Globe, en général, je pense que tous les skippers le disent, on n'a pas beaucoup de... Le plaisir, les gens me disent « prends plaisir », oui, mais je peux vous assurer que les moments de plaisir ne sont quand même pas nombreux. Mais ils sont tellement énormes. Alors je ne parle même pas de celui que je viens de vivre et que je vis encore. Mais là, c'est vrai que j'avais quand même une envie, pour mon deuxième Vendée Globe, c'est de voir le Cap Horn, parce qu'effectivement, la première fois, je l'avais passé, mais je ne l'avais pas vu. Il y avait une tempête, et j'étais passé plus au sud. Et là, j'ai été gâté, les planètes se sont vraiment alignées. Je suis arrivé le matin, au lever du jour, sur la cordillère des Andes. En fait, je suis sorti de mon bateau, je regarde la carte, je dis tiens, je suis pas très loin de la cordillère des Andes. Mais c'est vrai que dans les mers du Sud, souvent, c'est quand même gris et gris, quoi. Donc là, je sors du soleil et les montagnes du Chili, la cordillère des Andes enneigée, enfin, une vision magique, extraordinaire. Et vous prenez... vous prenez ça vraiment au bout d'un mois et demi de mer, vous n'avez pas vu la terre, et on en bat tous les jours, et c'est incroyable, quoi. Donc la cordillère des Andes, et j'ai eu cette chance, c'est que j'ai longé j'allais quand même assez vite, donc j'ai longé la cordillère des Andes toute la journée avec un temps magnifique, le soleil qui se réfléchissait sur la neige. Et en fin de journée, je passe le Cap Horn au près, mais bon, ça va durer un moment, le près, jusqu'à l'arrivée après. Mais bon, c'est quand même quelque chose. Il faut savoir que normalement, le Cap Horn, on le passe, normalement, les mers du Sud, on a le vent portant. C'est pour ça qu'on fait dans ce sens-là. Moi, j'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens. Peut-être que c'est une idée pour le prochain, faire dans l'autre sens. On sera peut-être mieux. On laisse partir les 3 premiers dans le bon sens, mais nous, on va. Mais non, on a blague à part. C'est vrai que je passe le Cap Horn au près, mais c'était du vent léger.
Et c'est vrai que je passe le Cap Horn en le voyant, mais en voyant très très près. Je suis vraiment allé très près, tellement près d'ailleurs que j'avais presque plus de vent. Et j'ai eu cette chance d'avoir José à la VHF qui m'appelle, qui est le gardien de phare et sa femme. Par exemple, tu vois peut-être. Mais non, je voulais préciser qui était José. Voilà, José, c'est effectivement le gardien du phare du Cap Horn. Et avec sa femme qui m'a appelé à la radio en disant vous êtes Manuel Cousin avec un accent, voilà. Et j'ai dit oui, il me dit je suis tellement content. Enfin, c'est hors du temps, enfin, c'est incroyable. Et du coup, j'ai discuté quelques minutes simplement. Et quelques heures après, la direction de course m'a envoyé, parce qu'il n'avait pas mon numéro, mais la direction de course m'a envoyé la photo qu'il avait fait, José, de mon bateau, de moi en train de passer le Cap Horn. C'est juste magique, quoi. Donc là, j'ai vécu une journée pas aussi belle que celle-ci, mais qui était vraiment magique, quoi. C'était il y a 1 an et demi, presque déjà, mais quand tu en parles, tu as encore de l'émotion dans la voix. Pardon, nous sommes terriens, on a du mal à se rendre compte. Ça reste forcément un souvenir impérissable. Oui, c'est un souvenir à point marin, passer le Cap Horn. J'ai eu la chance de le passer 2 fois. Voilà, c'est déjà extraordinaire. Enfin, un point marin, c'est assez mythique au Cap Horn. J'ai eu la chance de finir devant des globes, de passer 2 Cap Horn, et cette fois-ci de le voir. Et dans des conditions idylliques, parce qu'on peut le voir, il y a de nombreux skippers qui l'ont vu, mais on peut le voir de nuit, on peut le voir avec du mauvais temps, on peut le voir, enfin voilà. Mais je pense que là, tout a été réuni. Donc voilà, Dame Nature m'a fait ce cadeau, et il y a des fois où on est peut-être un petit peu superstitieux, peut-être les marins, et je me dis que voilà, ma petite étoile, là, ce jour-là, était avec moi, et ça m'a fait bien plaisir. Et oui, il y a de l'émotion. Alors, ne vous inquiétez pas, la dernière fois, quand je suis arrivé, je pense qu'on est dans un état de fatigue, on est un peu gens qui rient, gens qui pleurent, quoi. Donc je vais éclater de rire à un moment, je vais plutôt pleurer facilement à d'autres. Il ne faut pas s'inquiéter, je pense qu'on est un peu à vif et c'est la fatigue qui fait ça. Allez, il s'agit d'une conférence de presse, il y a une question dans la salle, si on a un micro peut-être. Et tu pleures et tu ris quand tu veux, Manu. Hein. Ah, pas de soucis. Non, mais... Donc, Daniel Biron pour les côtes d'Ouest Vendée Loire-Atlantique. Des galères, de la fatigue. Aujourd'hui, un sourire pas possible. Ah si, merci. Comment on fait pour, sur 100 jours, organiser son sommeil, tenir, malgré les baisses de morale d'ailleurs, dont tu as parlé. Il y a une préparation. Comment est-ce qu'on se prépare à tenir autant de temps physiquement? Parce qu'on se rend bien compte que c'est dur à force d'entendre les autres marins quand ils rentrent. Merci. Oui, bien sûr, on se prépare. Hein. C'est toute une préparation. Alors, il y a la préparation du bateau, qui est très importante. Et puis, il y a la préparation du marin. Je pense qu'on est quand même, je pense qu'on s'en rend de plus en plus compte. On est avant tout quand même des sportifs. Et cette préparation, elle est physique, d'une part, et elle est mentale, d'autre part. Alors après, ça c'est propre à chacun, et de se préparer soit avec un préparateur mental, ça se fait beaucoup maintenant, préparateur physique, ça j'avais, préparateur mental, moi j'avais pas. Ça dépend aussi des équipes, parce que tout ça, tout ça, ça coûte, parce que ces gens-là, forcément, c'est des professionnels, et à un moment, il faut... Donc, et après, on peut aussi travailler avec l'expérience. Donc voilà, je l'ai fait à l'expérience, et puis on prend sur soi, et on va au bout, et on se rend compte que l'être humain, je pense qu'on n'est pas des gens particuliers ou spéciaux, quoi que ce soit. C'est juste que l'être humain a des capacités de résistance, de résilience quand on n'a pas le choix. Et quand on veut, et quand on a la passion, et quand on veut vivre les moments qu'on vit là, et ben on va au bout de soi-même, et c'est vrai que par contre ça demande d'aller très très profond au bout de soi. Et ça c'est inspirant. Merci Manu pour ça. On parlait de la fatigue. Comment tu as géré la nourriture? Il y a 4 ans, tu reviens après 103 jours. Là, tu fais un peu plus. Est-ce que tu as manqué de nourriture? Comment tu t'es organisé?
Non, j'ai pas manqué de nourriture. En fait, on a préparé ça voilà, avec l'équipe et notamment aussi en famille pour les repas. Je pense que ma femme n'avait pas envie que je revienne trop maigre non plus. J'étais pas parti bien gros, donc je pense qu'elle a rajouté quelques lyophiles sans que je le voie. Elle a peut-être pas eu tort d'ailleurs. Non, en fait, en mer, on dépense beaucoup de calories, mais je me rends compte qu'on mange. En fait, c'est un peu différent, même si j'essaie de garder un rythme. Ça c'est important, enfin, en tout cas moi je fonctionne comme ça, après chaque skipper fonctionne comme ce qui lui va bien, mais moi j'essaye de garder un rythme de celui que j'ai à terre, c'est-à-dire le petit déjeuner, le repas de midi, etc. Ce qui est très difficile à tenir dans les mers du Sud, parce qu'on est complètement déphasé, je pense que je ne suis pas le seul à le dire, et ça c'est très très dur dans les mers du Sud à ce niveau-là, parce qu'on perd pied au niveau de la comment dirais-je, du jour, qui est complètement décalé par rapport à chez nous. Mais du coup, je me rends compte que je mange beaucoup moins en mer. Et de 2 repas, enfin on va dire de 2 repas principaux, je mets le petit déjeuner à part, de 2 repas, je mangeais quasiment qu'un repas en permanence. Donc du coup, je ne pourrais presque plus refaire une transat derrière. Donc non, j'exagère un peu, mais non, j'avais de quoi. Donc contrairement à, je sais qu'il y a certains en mer là, qui sont un peu limites. Donc voilà, j'avais effectivement prévu moins de jours en mer, parce que j'avais envie de faire ce Vendée Globe en mettant moins que la première fois. Mais comme quoi, la prochaine fois, peut-être que je prendrai un tout petit peu moins. Mais je pense qu'il faut prévoir un peu quand même, parce que c'est bien galère. Quand on n'a plus à manger, déjà psychologiquement, et puis mine de rien, physiquement, on dépense énormément de calories, c'est quand même pas mal de pouvoir en prendre un peu de calories quand même. Pardon, tu as dit la prochaine fois. Je me suis de reprendre tes propos. Oui, alors je viens d'arriver forcément, mais je pense qu'on dit ça aussi ici en Normandie, on ne dit jamais 203, et on dit surtout que... Alors, l'aventure, elle est belle, elle est magnifique, voilà, je l'ai finie, et j'ai pas le droit de faire la fine bouche quand on a vu tout à l'heure mon copain ami Arnaud, qui malheureusement n'a pas eu cette chance, parce que comme dans tous les sports, il faut se préparer, on se prépare, il était très bien préparé, mais il y a ce petit supplément de chance, voilà. Et malheureusement, voilà, il faut cette petite flamme en plus, voilà, le petit coup de chance. Et c'est vrai que j'ai envie, sportivement, on va pas se mentir, j'aurais aimé faire mieux. Et c'est vrai qu'on y prend goût, on a envie, et il faut que cette histoire elle perdure. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas encore, voilà, j'ai plein des petites idées, parce que du coup, quand on reste 11 jours, on a le temps de penser un peu. Et je vois quelques partenaires qui sont devant, là. Il y a des appels. Non, mais c'est une histoire qui est tellement fabuleuse que forcément, comme disait Arnaud, il y a un petit goût de... Voilà, il y a une petite amertume, alors pas autant que lui, parce que malheureusement pour cette fois-ci, mais enfin il en a fini 4 quand même, Arnaud, dans le chapeau bas, c'est un record, et c'est un record. Mais oui, j'ai envie, oui, je pense que dès aujourd'hui, je peux dire que j'ai envie d'y retourner. Après voilà, la vie, il faudra se mettre à l'œuvre rapidement, et puis, mais l'envie est là en tout cas, donc j'ai pas perdu mon envie, je suis à peine arrivé que... Jamais pas partir. Sandrine est ravie. Ma compagne est ravie. Alors pardon, tu as envie d'y retourner, quand on voit les galères, et notamment aussi cette remontée de l'Atlantique qui n'a pas été simple non plus, comment on fait pour avoir envie, parce que raconte-nous un petit peu cette remontée aussi, où là le vent a manqué cruellement. Ouais, le vent, oui, c'est sûr. Alors oui, peut-être qu'ils nous prennent pour des mazos, je sais pas, on aime souffrir sûrement. Non, mais je vous dis que quand même là, il n'y a pas de... c'est quand même incroyable qu'on ait 2 fois la preuve. Je pense que bon, les 3 premiers ont fait une course juste incroyable. Alors ils n'ont pas eu que de la chance, hein, ils ont des bateaux fabuleux, c'est des skippers de très très haut niveau. Ils ont eu des équipes de fous, enfin il y a tout, mais ça s'est pas fait comme ça, ça suffit pas. Ils sont allés chercher les dettes qu'il fallait aller chercher, enfin ça s'est fait sur une grosse dépression, mais je peux vous dire que moi je l'ai vu, la dépression qu'ils sont allés chercher, il fallait
fallait aller la chercher. Donc chapeau à eux. Et après, il y a de la place pour les autres. On a vu que derrière, ça faisait un creux énorme, juste parce que c'est pas parce que les autres étaient moins bons. Quand on voit qui arrive 4e, 5e, c'est juste des très grands noms de la voile. C'est que voilà, la météo a fait qu'ils ont aligné toutes les étoiles. Et je me dis qu'il y a un moment, on n'a pas eu de chance cette fois-ci, je pense. On a pris. L'histoire fait que j'ai pris du retard, et après, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des passages à niveau qui se créent, et la météo, franchement, n'a pas été gâtée. Donc je me dis que quand même, si j'ai la chance de le refaire une 3e fois, il n'y a pas de raison que ça se mette aussi mal que ça, quoi. Donc, oui, tu auras tout eu là. Donc donc voilà. Et puis rien que pour ce moment que je viens de vivre, pour ce moment de partage, pour tout ça, je pense que toutes les galères, l'être humain est fait ainsi, c'est que en fait le cerveau humain il oublie vite les galères, et pourtant je peux vous dire que quand vous êtes dedans, vous allez dire non mais là, faut arrêter quoi, c'est n'importe quoi ce que tu fais, pourquoi faire ça, quoique je me dis pas souvent ça, mais oui, on le sait, on le comprend pour cet après-midi que je viens de vivre, que vous venez de me faire vivre, ça vaut toutes les galères du monde. Et pour ça, on peut leur dire merci.